Madame la présidente, mes chers collègues, ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans la bataille ont des droits sur nous. Ils veulent qu'aucune de nos pensées ne se détourne d'eux, qu'aucun de nos actes ne leur soit étranger. Nous leur devons tout, sans aucune réserve. Ces mots étaient ceux que Georges Clemenceau prononçait devant notre Chambre le 20 novembre 1917. Et je vous remercie tous de m'avoir confié une fois de plus, et pour le quatrième exercice consécutif, cette mission des anciens combattants, de la mémoire et des liens avec la nation. Donc cette mission s'articule autour de 3 programmes budgétaires complémentaires, dont les 2 premiers sont placés sous la responsabilité du ministère des Armées et le 3e sous la responsabilité de Matignon. Il s'agit des programmes 167, Liens entre la nation et son armée, qui retrace les crédits de la journée de défense et de citoyenneté, du service militaire volontaire et de la politique de mémoire du ressort du ministère des Armées. Le programme 169, Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, qui couvre les dépenses relatives à l'administration de la dette viagère, c'est-à-dire les pensions militaires d'invalidité et la retraite du combattant, l'action sociale et les mesures en faveur des harkis. Ce programme contient également des crédits nécessaires au fonctionnement de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre et de l'Institution nationale des invalides, engagés dans un vaste projet de transformation destiné à en faire un lieu de référence dans l'accueil et le suivi des victimes de syndrome post-traumatique. La répartition se fait pour 43% pour les pensions militaires d'invalidité, 33% pour la retraite du combattant, 20% pour l'entretien du patrimoine mémoriel, 3% pour la subvention pour service public de l'ONAC et 1% pour l'INI. Le programme 158, enfin, indemnisation des victimes de persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale, qui relève quant à lui, je vous l'ai dit, du Premier ministre. Le présent projet de budget pour 2021 des 3 programmes de la mission s'élève à 2 milliards d'euros en crédit de paiement. C'est 2,86 milliards en autorisation d'engagement et 2,89 milliards en crédit de paiement, ce qui correspond à une diminution de près de 69 millions d'euros par rapport à la loi de finances pour 2020, ce qui est certes une diminution, mais qui n'est pas une diminution proportionnelle à l'attrition du nombre d'anciens combattants qui nous quittent. Cette attrition, elle est de 7%, et la diminution n'est pas aussi forte, la diminution budgétaire. Permettez-moi de rappeler la trajectoire qui était la nôtre, avec Mme Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées Florence Parly, et la majorité, car depuis 2017, une politique constante et ambitieuse de maintien de l'extension des droits en faveur des ressortissants du monde combattant a été mise en œuvre. Et ces demandes étaient celles qui étaient relayées à l'unanimité par l'ensemble des associations que nous avons reçues hier soir et réunies en G12 dans un groupe de travail que la ministre a réuni tout au long de notre action. Il y avait l'harmonisation des conditions d'octroi de la pension de réversion aux conjoints survivants d'après 62, on fait en 2018, l'extension du bénéfice de la carte du combattant aux anciens militaires pouvant justifier de 4 mois de présence en Afrique du Nord entre le 2 juillet 62 et le 1er juillet 64, c'est une mesure qui touche plus de 50 000 anciens militaires en 2019. Hausse de la pension de celles qui ont renoncé à une grande partie de leur carrière professionnelle pour prendre soin de leurs conjoints lourdement blessés pour la France, les grands invalides de guerre. Par ailleurs, le 1er janvier 2021, en application de la loi de finances pour 2020, les conjoints d'anciens combattants, principalement les veuves ayant atteint l'âge de 74 ans, pourront bénéficier de la demi-part fiscale dès lors que leur conjoint avait bénéficié de la retraite du combattant. Ce bénéfice a été obtenu par le Parlement via un amendement de la Commission des finances qui avait repris un amendement du groupe GDR. Et c'est une avancée qui représente à peu près 30 millions d'euros. Mais vous vous souvenez que lors des débats, votre serviteur s'était retrouvé tout seul, sabre au clair, à mourir devant tout le monde, puisque j'étais le seul à voter contre cet amendement. Je devais m'en expliquer. J'étais obligé d'être logique avec ce que j'avais toujours défendu devant cette même commission, sur le fait que nous demandions à la commission des finances, que si la ministre, le gouvernement et votre rapporteur, que si nous avions ces sommes de 30 millions, nous les aurions affectées à l'augmentation de la retraite du combattant
sur la foi duquel je repoussais chaque année l'amendement de nos amis les Républicains, cette année encore malheureusement, parce que c'est toujours pris sur les crédits de la jeunesse et que je ne voulais pas que l'on touche aux crédits de la jeunesse, et que si la Commission des finances nous avait fait part de cette bonne nouvelle qu'elle avait 30 millions d'euros de plus, nous aurions pu multiplier par 2 cette augmentation. Donc de manière à être logique et cohérent avec la position que j'avais eue devant chacun d'entre vous, j'ai accepté le sort qui m'était réservé en séance, et je l'accepte. Et j'accepte vos critiques, évidemment. Donc, sur la partie budgétaire, je voudrais revenir sur 5 mesures fortes, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le rapport. La première des mesures, c'est l'article 54 du projet de loi des finances pour 2021, qui prévoit l'extension du nombre de conjoints survivants de grands invalides de guerre pouvant bénéficier d'une majoration de pension de réversion. Ainsi, une veuve de grand invalide de guerre pourra bénéficier d'un supplément de pension militaire d'invalidité si son conjoint décédé avait bénéficié d'une PMI de 6 000 points contre 10 000 points auparavant, ce qui représente près de 5 300 € de plus pour 200 bénéficiaires et un coût d'environ 1 million d'euros. La deuxième mesure importante, au titre de son action sociale, l'Office national des anciens combattants et veuves de guerre est doté de 25 millions d'euros malgré la diminution des ressortissants au titre du soutien au public en situation de fragilité qui reste une mission prioritaire de l'ONAC. De plus, le fonds de solidarité destiné aux enfants de harkis, dont le périmètre a été élargi, s'élève toujours à près de 7 millions d'euros. Troisième mesure d'importance, le projet de loi de finances donne à l'ONAC-VG les moyens de fonctionnement nécessaires dans son contrat d'objectifs et de performance pour 5 ans, l'équivalent d'une LPM, un contrat d'objectifs et de performance sur 5 ans qui a été salué par tous les anciens hier soir. Ce qui traduit par la remise à niveau de la subvention pour charges service public à hauteur de 56 millions d'euros. Quatrième mesure, les crédits destinés à la politique de mémoire augmentent, passant de 11 millions d'euros à 18 millions d'euros, c'est-à-dire qu'on revient à ce que nous étions l'année d'avant. Je ne vous ferai pas le coup, on a une 60% d'augmentation, puisque vous vous souvenez que l'an dernier, nous avions pioché dans la trésorerie de l'ONAC pour garder l'équivalence. Mais nous revenons au niveau qui était le nôtre avant. Enfin, cinquième mesure, je souhaite insister sur l'action envers la jeunesse. Les crédits consacrés augmentent cette année de 15% et qui vont prendre en compte l'augmentation de la dotation pour les trajets, pour les transports, pour que les jeunes puissent aller faire leur JDC et rattraper ceux qui n'ont pas pu cette année s'y rendre à cause des circonstances liées au Covid et dont vous doutez que malheureusement ça n'a pas perturbé, ça a perturbé cet exercice-là. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que nous augmentons aussi la part de jeunes que nous accueillons au sein du service militaire, qui était de 1000 services militaires volontaires, qui était de 1000 par année à 1200, dont 50% retrouvent soit un engagement militaire, soit un emploi tout de suite à la sortie, ce qui est un bon chiffre. Je voudrais enfin consacrer les 2 minutes qui me restent pour présenter le rapport à vous parler de la mission thématique. Vous savez que c'est un des privilèges du rapporteur pour cette mission, c'est de choisir une thématique. Vous savez que depuis le début de ce mandat, je parle de l'armée noire et de ce que nous devons à ces tirailleurs sénégalais, malgaches et animistes. Et que nous avons dressé une belle liste de toutes les actions que nous menons sur l'entretien des nécropoles et toutes les actions fortes que nous menons envers la mémoire, y compris les dernières décidées par le président de la République, et dont vous vous souvenez, la présentation de ce livret avec une centaine de noms de glorieux tirailleurs sénégalais pour inciter les maires de France à donner des noms de rues et de plaques assez glorieux. Je reviens aussi, et j'ai ouvert les colonnes en votre nom à tous, en notre nom de la représentation nationale de ce rapport, au massacre du Tiaroy. J'ai découvert ce massacre lorsque, parlant du Tata Chasselet, expliquant que des nazis avaient tué des tirailleurs parce qu'ils étaient noirs, une association, la Vigile Tricolore, était venue à moi pour dire « c'est bien que vous en ayez parlé, mais sachez aussi que des Français ont commis des actes équivalents pendant la Deuxième Guerre mondiale ». J'ai mis 2 ans à travailler sur ce rapport et je vous invite à le lire. Parce que ce massacre du Tiaroy qui a lieu à Dakar, le 1er décembre 1944, n'est pas un fait militaire, parce qu'aucun officier aujourd'hui ni hier n'aurait accepté que l'on tire sur des guerriers, mais il est un fait de la guerre de cette époque de 1944, avant la sortie de ce bout de tunnel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai invité à ce rapport d'abord cette association à nous présenter leur doléance, parce que c'est un symbole fort
au Sénégal et dans l'ensemble du BSS. Et j'ai invité aussi les historiens. Pascal Blanchard, dont vous avez vu un reportage il y a 1 ou 2 semaines à la télévision, Martin Moore, qui a écrit un ouvrage sur le sujet, ou Armel Mabon, qui a beaucoup écrit. Le but pour moi était d'inviter tous ceux qui travaillent sur cette question à venir exposer leurs doléances dans nos rapports, ce qui est fait, et de rappeler que le président Hollande, en 2012 et puis en 2014, s'était rendu sur place, avait inauguré le cimetière et avait remis les archives disponibles de manière à ce que la France regrette et reconnaisse ce qui s'était passé. Et sachez que l'ensemble des revendications sont exposées dans le rapport que je vous invite à lire et qu'à titre personnel, j'estime que la question des sépultures qui est demandée est légitime, mais il ne nous est pas possible d'y répondre parce que nous respectons la souveraineté de la République du Sénégal. Et quant à la question de la réparation individuelle ou collective, je m'y penche aussi sur le fait que nous pouvons, dans l'avenir, en débattre entre nous. C'est pour ça que je vous fais cet appel à lire cette douzaine ou quinzaine de pages que je consacre au rapport sur ce drame-là, de manière à ce que vous ne soyez pas étrangers à ce débat le jour où il reviendra sur le devant de la scène. Voilà, merci pour votre écoute, mes chers collègues.